Coucou les loulous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne live T-Queen TV. Et pour commencer cette nouvelle aventure, j'ai décidé de filmer mon chéri 24 heures sur 24. D'ailleurs là, il est en train de dormir, on va aller le réveiller. Chéri, réveille-toi. Oh, j'y suis fait là. Bah c'est pour ma nouvelle émission live, je vais te filmer 24 heures sur 24. Et on est en direct là? Évidemment que oui, c'est le principe de l'émission. Putain, mais t'as pas rien de mieux à filmer là? Non, il n'y a que toi. Oh bah super, je sens que ça va me saouler cette histoire. Vas-y, laisse-moi me réveiller là. Écoutez-moi, c'est voix exceptionnelle. Allez, prends bien là. Tu fais bordel? Je t'ai dit, je vais te filmer H24. Ah ouais? Bah ouais. Tu veux vraiment jouer à ça? Ah mais carrément. Tu te rappelles le dossier que j'ai sur toi avec les photos, les vidéos, Bon, pour différentes raisons techniques, je suis obligée d'arrêter ce live. Mais pas de soucis, on se retrouve la semaine prochaine pour mon émission sur la fabrication des bracelets brésiliens. Bisous à vous. Ah, la télé-réalité. Love Story, Secret Story, les ch'tis, encore les Marseillais. Tant de grands moments de télévision avec ces flamboyances d'intelligence incarnées par des personnages hauts en couleur. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Des dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Comment se prénomment les trois mages? Au Galilée? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages, au Galilée. C'est en 1971 aux États-Unis que l'émission An American Family s'introduit pour la première fois dans la vie privée d'une famille américaine totalement inconnue pour relater les conséquences d'un divorce sur le quotidien de ce foyer californien. En 1989, la série documentaire Cops, au cours duquel une équipe de télévision suit des policiers durant des arrestations, est l'une des émissions connaissant le succès le plus durable sur les écrans américains. D'autres programmes tels que The Real World sur MTV ou American Most Wanted sur Fox popularisent le format. Pour la France, les années 90 verront émerger des émissions qualifiées de reality show telles que Perdu de vue, dans lequel une équipe d'investisseurs recherche des personnes disparues et habilement parodiées par les inconnus, ou Témoin numéro 1 qui tente de réconcilier des couples. C'est hilarant. Ou encore l'émission Striptease dans laquelle des caméras iront rendre visite à Monsieur Tout le Monde. Alors ça, c'est surréaliste, hein. Bonjour la Belgique. Et merci. Mais c'est en 1999 que tout va changer avec l'apparition d'un tout nouveau genre d'émission, Big Brother, titré ainsi en référence au roman 1984 de George Orwell, dans lequel tout le monde surveille tout le monde. Produit par la société néerlandaise Endemol, cette émission de télé-réalité d'enfermement bouleverse le paysage audiovisuel mondial. Se présentant sous la forme d'un jeu télévisé, sont rassemblés en un lieu clos 12 participants, enfermés là pendant plusieurs semaines sous la surveillance continue d'un système vidéo. L'émission est très populaire et s'exporte dans 70 pays. De nombreux programmes s'inspirent par la suite de Big Brother comme Love Story ou Secret Story en France. Comment on peut passer de 1984 à Secret Story? Vous avez 4 heures. Mais si je vous parle de télé-réalité, ça n'est pas par pur plaisir. Oh non. Mais c'est parce que c'est le sujet du film d'aujourd'hui. Et si j'ai aussi envie de vous parler de ce film, c'est qu'un petit détail m'a toujours intrigué à son sujet. Sa date de sortie, puisqu'il est sorti la même année que la première diffusion de l'émission Big Brother, c'est-à-dire en 1999. Donc réalisateur visionnaire ou total hasard de circonstances? Nous allons donc essayer d'y répondre en fin d'émission. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs et j'assume totalement cette phrase de boomer. Aujourd'hui c'est en direct sur Red TV. Ronald William Howard naît le 1er mars 1954 à Duncan, en Oklahoma. Il est le fils des comédiens Rance Howard et Gene Spiegel Howard. Il est également le frère aîné de l'acteur Clint Howard. Et comme apparemment tout est une histoire de famille, sachez que la fille de Ron Howard n'est autre que Bryce Dallas Howard, que tout le monde connaît pour son rôle dans Jurassic World. Enfant star, Ron Howard débute à l'écran à l'âge de 18 mois dans Frontier Woman, puis 6 mois plus tard sous la direction de son père dans la pièce de Seven Year Itch. À 5 ans, il tient un petit rôle dans Le Voyage d'Anatole Litvak, puis commence à apparaître à la télévision dans des dizaines de drames et de séries. En 1973, il se fait connaître du grand public en jouant le rôle de Steve Bolander dans le film American Graffiti de George Lucas. Il est ensuite invité dans un épisode de la série MASH fin 1973. Après ses études secondaires, il interprète le rôle de Richie Cunningham dans la série télévisée Happy Days à partir de 1974. Série qu'il quittera dès 1980, se contentant de faire quelques réapparitions en 1983 et 1984. Ayant déjà réalisé Lâcher les bolides en 1977, il s'imposera la décennie suivante comme réalisateur en signant plusieurs
plusieurs longs métrages comme Cocoon en 1985, Willow en 1988 et Backdraft en 1991. Il accède à la reconnaissance critique durant les années 90-2000 avec des films comme Apollo 13 en 95 qui lui vaudra une nomination au Golden Globe du meilleur réalisateur. Puis s'en suivra ses 2 biopics avec Russell Crowe, Un homme d'exception en 2001 et De l'ombre à la lumière en 2005, qui lui permettent de décrocher l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film. Il confirmera son statut d'excellent réalisateur avec un autre film historique, Frost Nixon en 2008, salué par une nomination à l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Ah bah tu sens tout de suite que le mec est pas là pour déconner, hein. Durant les années suivantes, il poursuit sa collaboration avec Tom Hanks, qu'il avait entamé avec Splash en 1984 et Apollo 13 en 1995, en signant la trilogie des aventures de Robert Langdon de 2006 à 2016, à savoir Da Vinci Code, Inferno et Angers Démon. Ces films rapporteront plus de 3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Donc, mec rentable. Mais revenons un moment en fin 97, lorsque Brian Grazer, associé de Ron Howard à Imagine Film, et qui produit la majorité des films de ce dernier, lui apporte la cassette. Oui, pour les plus jeunes d'entre vous, avant les films, ils étaient là-dessus. Une VHS, qu'on appelle aussi une cassette. Oh, je me sens vieux. Cassette sur laquelle il y a un petit film franco-canadien, Louis XIX, le roi des ondes. Brian en avait entendu parler sans l'avoir vu, il en avait juste reçu une description d'un paragraphe. Il y a des mecs, ils arrivent vraiment à te faire des films avec une toute petite idée de pas grand-chose, hein. Cœur, j'arrive pas à ouvrir le pot de confiture, tu peux venir m'aider? Alors je suis pas du tout sûre que toutes les femmes font ça avec leurs hommes, hein. Chérie, je suis rentrée. Mais je suis claquée, je vais me faire couler un bain. Oh ça va, c'était une vanne. Oui, bah tu vas me la payer cher celle-là. Oh merde. C'est un agent de Grazer qui lui avait donné cette cassette en lui disant qu'il devait absolument la regarder. Il n'en regardera que la moitié et a tellement adoré la réflexion qu'engendrait le film qu'il rappellera immédiatement son agent pour lui dire qu'il allait l'acheter. Film qu'il n'a toujours pas vu en entier à l'heure actuelle. Mais c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé, car l'agent qui lui l'avait donné n'en avait pas les droits. Grazer a dû donc traiter directement avec le gouvernement franco-canadien, ce qui s'est avéré être plutôt compliqué. Mais il ne lâchera pas l'affaire jusqu'à obtenir les droits, parce qu'il adorait vraiment beaucoup l'idée de ce film. Ron Howard, qui n'était pas aussi spontané dans ses décisions d'habitude, a immédiatement voulu travailler sur ce film parce que, comme Brian Grazer, il avait adoré l'idée. Il confiera la réécriture à Lowell Gantz et Babalou Mandel, avec qui il avait déjà collaboré sur de nombreux films auparavant, mais ces derniers ne voulaient pas faire un film sur la famille comme l'original, qui était, rappelons-le, une petite production. Du coup, Howard leur demanda juste ce qu'ils pensaient du concept qui consiste à mettre un gars totalement anonyme à la télé de façon omniprésente. Et ils lui ont juste demandé: ça va être en anglais ou en français? En anglais. Ok, on est partant. Ah bah moi avec Hollywood, plus rien ne m'étonne, hein. Howard adore les thèmes abordés dans ce film, un bon compromis émotionnel entre la comédie et les moments bouleversants. Mais quand il a lu le scénario pour la première fois, il a surtout adoré les rebondissements qu'on ne voyait pas arriver. Une comédie romantique surprenante. C'est vrai que c'est rare, hein. Brian Grazer trouvait que Gantz et Mandel étaient de très bons scénaristes qui savaient comment créer de bonnes scènes. Et c'est marrant de voir avec quel état d'esprit ils écrivaient leurs scénarios. Ce qu'ils veulent, c'est que quel que soit le message transmis par le film, il fallait que ça soit aussi drôle que s'il n'y avait pas de message, et l'unique mission de divertir le public. Si le public sort de la salle en disant oh, ça voulait rien dire, mais qu'est-ce que c'était drôle. C'est gagné. Mais tout a réellement commencé grâce à Matthew McConaughey. Howard et Grazer ont dû faire un choix fondamental. Voulait-il un comédien qui les aiderait à transformer du matériel en un texte farfelu pour un acteur comique, ou voulait-il opter plus précisément pour la réalité et engager un acteur intéressant et divertissant? C'est à ce moment que Grazer avait rencontré McConaughey. Lors de ces rencontres, Matthew a renversé du coca sur le bureau de Brian, et au lieu d'essuyer avec un bout de papier, pensant que Grazer ne le regardait pas, il a léché le coca à même le bureau. C'est original. Grazer a trouvé ça hilarant et s'est dit qu'on dirait un Texan un peu farfelu, un peu tête brûlée. Et il pensait que c'est ce détail dans son bureau et ce qu'il l'avait vu faire dans Dazed and Confused qui lui ont valu le rôle. Et en plus, ça tombe bien, McConaughey adore interpréter le gars qui a un petit coup dans l'aile. Parce que d'après ses mots, c'est exactement comme ça qu'il est le week-end. Il adore s'amuser, il trouve même qu'il est doué pour ça. Ce qui est totalement la spécialité du personnage de Ed. Donc c'est réglé, McConaughey aura le rôle de Ed. Mais qui maintenant allait jouer son frère? Pendant une discussion dans le bureau de Grazer avec Howard, Brian dit à Aaron que Ray est un personnage hilarant et qu'ils doivent trouver un gars super. Mais pendant la conversation, Howard, qui avait les yeux qui traînaient au-dessus de l'épaule de Grazer, voit sur l'étagère une photo hilarante de Grazer et Woody Harrelson qui sortaient de l'eau avec une planche de surf. Ron lui dit: regarde qui doit jouer le frère de Matthew. Brian suivra son regard et s'est mis à sauter de joie en disant: oh mon dieu, faut qu'il dise oui, faut qu'il dise oui. Il est parti l'appeler direct et bien évidemment il lui dit: non,
parce qu'il n'avait pas l'habitude de jouer des seconds rôles. Il avait souvent des premiers rôles, surtout dans des films dramatiques à ce moment-là. Et après avoir lu le script et qu'accessoirement Brian les suppliait, Woody acceptera. Il changea d'avis parce qu'en y réfléchissant, il s'est dit en parlant de Ron, ce gars est super et c'est un excellent réalisateur. Et a donc réfléchi à tout ça et l'idée de travailler avec Matthew était très séduisante. En plus, il y a un scénar de Lowell et Babaloo produit par Imagine, alors il serait vraiment bête de refuser de faire ça. Dès les premières répètes, Woody se sentait au 7ème ciel. Matthew et lui avaient vraiment des atomes crochus. La comédie a donc fusé d'un coup. Les deux acteurs se sont régalés, le tout dans une atmosphère très positive. Les deux comédiens étaient déjà très spontanés 2 heures après s'être rencontrés. Il leur arrivait d'avoir une idée juste avant une scène, et au lieu de la répéter, ils se disaient « Puis on essaye de filmer ça ». Et c'est exactement ce qu'ils faisaient, et c'était si facile et léger que la prise fonctionnait. Jenna Elfman disait que le tournage n'était jamais ennuyant, toujours fun. Elle avait parfois l'impression d'être dans un club de mecs où elle était la fille dans le coin qui suçait son pouce. Les garçons étaient dans leur propre monde et l'y invitaient parfois à venir jouer avec eux. Mais c'était un tournage génial, Woody était très drôle et Matthew plein de charme. C'est Ron Howard qui avait auditionné Jenna. À cette époque, elle venait de connaître un grand succès avec Dharma et Greg, série pour laquelle elle reçut un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série comique. Et savait donc qu'elle pouvait être drôle parce qu'il l'avait vue dans le show. Mais dans ce film, elle devait être drôle très différemment. Et il se demanda si elle allait y arriver. Elle est donc venue passer une audition où ils ont beaucoup ri. Elle a vraiment réussi à conquérir Ron et son alchimie avec Matthew lors du début du tournage fut d'emblée fantastique et très charismatique. Jenna adore jouer des personnages différents, elle adore vraiment les gens et veut parvenir à les représenter le plus juste possible. Ça a été très attirant pour elle de travailler avec Matt et Ron. Elle a même dit « Ron Howard ? Je peux être dirigé par Ron Howard ?» Eh ben ramenez-moi tout de suite à lui. Et c'est à ce moment-là, quand Matthew et Jenna ont été confirmés pour leur rôle, que le film commencera à vraiment prendre de l'importance. Parce que les conditions étaient réunies pour que l'histoire d'amour ait une chance d'être victorieuse, importante et prendre de la valeur par rapport à l'histoire. Ron Howard et Brian Grazer voulaient aussi travailler avec Ellen DeGeneres. Ils lui ont donc offert le rôle, sachant qu'elle était quelqu'un de très controversé dans les médias à cette époque et que ce facteur était intéressant par rapport au film. Mais ils l'ont surtout choisi car c'était une femme intelligente et très drôle. Ellen a lu le script et trouvé le personnage marrant et touchant, et a pensé que c'était une super opportunité de pouvoir jouer le rôle de quelqu'un qui avait perdu sa route sans en avoir conscience et qui tout d'un coup retrouve sa raison d'être. Elle trouvait aussi que c'était écrit de telle sorte que c'était facile à faire et trouva aussi que Ron était un réalisateur génial qui lui avait permis d'interpréter librement son rôle. Elizabeth Hurley voulait interpréter son propre rôle et a dit à Ron que l'ironie resterait intacte si elle l'interprétait comme ça. De toute façon, les gens ne la voient que comme une belle femme dangereuse et ambitieuse, donc elle voulait en profiter pour jouer avec ça et c'est exactement ce qu'elle a fait. En y important une grande sensualité et un aspect divertissant au rôle. Elle a délibérément voulu que les choses restent ambiguës et que l'on ne sache pas vraiment si son personnage était une manipulatrice ou une gentille fille qui aimait beaucoup Ed, même si ça ne marchait pas entre eux. Elle a interprété le rôle de façon à ce que le public choisisse. Elle pensait quand même que son personnage était probablement un peu des deux. Elle s'est bien amusée à jouer ce rôle, elle trouvait que son perso n'était pas très important, mais que chaque scène où elle apparaissait était très drôle. Martin Landau et Sally Kirkland jouent les parents de Ed. Martin campe merveilleusement ce genre de personnage, mais n'avait jamais eu l'occasion de jouer dans une comédie. C'est Ron Howard qui eut l'idée de l'intégrer au casting, et après lui avoir proposé, Martin accepta, heureux de pouvoir jouer ce personnage. Ron savait que le personnage était bien écrit, que les vannes étaient bonnes, et que Martin avait de l'humour. S'il l'interpréterait avec sincérité, ce qui est toujours le cas avec lui, Ron savait qu'il serait très drôle. Sally Kirkland demanda à Ron Howard s'il avait fait exprès d'engager toutes ces célébrités qui avaient déjà subi les affres de la célébrité. Il lui répondit que c'était un pur hasard. Suite à ça, c'est Dennis Hopper qui acceptera de jouer le rôle important de Adam Goldberg, le père biologique de Ed. Ron avait trouvé un très bon rôle pour son frère Clint, dont il dit que tout le monde aime bien le voir dans ses films. Et c'est tout à fait vrai. Les deux frères sont très proches et Ron a confiance en Clint. Alors il lui demande toujours de venir dans les situations où il doit prendre certaines décisions. Il lui fait même part de ses idées avant que les films soient réalisés. Clint est donc toujours impliqué dans toute la pré-production des films de Ron. Et pendant les tournages, ils parlent même ensemble de la direction que prennent les films. Ron Howard a aussi appelé l'acteur Rob Reiner et lui a dit « T'as envie de jouer dans un film ? Je fais un film dans quelques mois. Combien de temps ? Oh 5, 6, peut-être 7 ? Je suis partant. Tu veux lire le scénar ? Non, c'est une tulle, c'est pas mon problème. Plus tard, il lira le script qu'il trouvera super mais ambitieux. Lui et Ron ont beaucoup parlé du style cinématographique, du montage, de l'équilibre entre les différents personnages. Il a même contribué à améliorer son rôle. Le frère de Brian Grazer joue aussi dans ce film. Il joue le rôle du chanteur de bar qui sort avec la sœur de Ed. Le tournage s'est avéré techniquement compliqué puisqu'il a fallu tourner le film 2 fois. Une fois pour le film, une fois pour la vidéo Ed TV. Avec un ratio image rectangulaire pour les caméras du film et un ratio carré pour celle de Ed TV. Que pour les plans de la première, il tournait avec des réflecteurs et des pieds de cam, puis il fallait ensuite
ensuite retourner la scène sans pour les plans de la vidéo. Oh, le mec de la logistique a dû péter un câble. Ce n'était certes pas un travail ordinaire, mais ça leur a permis de voir le film se monter au fur et à mesure et ont pu voir Ron dans le feu de l'action, comment il dirigeait ses acteurs, une expérience déroutante, mais dont tous gardent un excellent souvenir. Tous les gens engagés pour jouer des journalistes étaient de vrais journalistes, et Ron trouvera qu'ils avaient réussi à faire un super travail, et réussi à faire de super plans pendant qu'ils shootaient le film avec les autres caméras. Le début du tournage a été compliqué pour les acteurs, qui n'ont pas l'habitude de jouer devant 40 personnes qui les écoutent dire leur texte, mais Ron les a rapidement mis à l'aise, laissant recommencer plusieurs fois s'ils n'étaient pas satisfaits de leur performance. Mais après plusieurs jours, ce n'était plus si éprouvant, les acteurs s'étant habitués à la situation. Matthew, se rappelant son premier jour de tournage, dit qu'il pouvait voir les écrans des caméras, mais commença à regarder la perche de la cam 35 mm parce qu'il ne pouvait pas regarder la deuxième cam sur le côté. Des regards caméra qui lui ont valu de devoir reprendre plusieurs fois ses prises. Parfois, il y avait même 4 caméras braquées sur lui en même temps. Clint racontera aussi qu'il devait filmer Ed TV, prendre toutes les bandes qu'ils allaient utiliser et les assembler pour qu'on ait l'impression que c'est Ed TV sur les écrans de contrôle de Clint. Mais il a pu étudier les plans pendant plusieurs jours et il est persuadé que 75% de ce qui a été fait était improvisé. Ah bah quand t'as des acteurs talentueux, c'est sûr que ça aide, hein. Pour une comédie, on doit favoriser une certaine liberté. Les acteurs ont besoin des pages pour se repérer, mais s'ils connaissent l'intention de la scène, le dialogue utilisé devient moins important que l'expression de cette intention. Et dans une comédie comme celle-là, on permet une certaine liberté d'expression. C'est pas comme interpréter un avocat ou un médecin avec un langage bien précis. Ici, ce sont des gens réels dans des situations réelles. Les scénaristes étaient présents tous les jours sur le plateau pour participer à la réécriture des dialogues directement avec les acteurs. Ron a voulu créer une ambiance pour que les acteurs puissent devenir leurs personnages. C'est un réalisateur qui laisse beaucoup de liberté à ses acteurs afin de créer un vrai travail d'équipe. Il aime aussi que les acteurs apportent beaucoup d'éléments internes de leur vie personnelle à leurs personnages et demande régulièrement à ses acteurs leurs avis sur les scènes tournées. L'avis général sur Ron, c'est qu'il est patient et très compréhensif, qu'il ne s'énerve jamais et reste très encourageant et surtout que c'est un génie. Un peu comme nous avec Jean-Pierre Mocky en France. Qu'est-ce qu'il y a? Le son. Refais-le. Je m'en branle du son. Je parle pas, connard. Le tournage ayant commencé en mars 1998 se terminera en juillet 98. Il se fera en partie en Californie dans des villes comme San Francisco ou San José et le reste se fera en Floride dans des endroits comme le monument national de Castillo de San Marcos ou à Saint-Augustine. Le montage sera confié à Daniel P. Hanley et Mike Hill, deux monteurs qui auront principalement travaillé ensemble et monté la majorité des films de Ron Howard. Malheureusement, le film sera un échec au box-office puisqu'avec un budget de 80 millions de dollars, il n'en rapportera que 35 millions. Le problème a été que le film est entré en pré-production en même temps que The Truman Show, ce qui n'inquiétait pas trop les producteurs d'Ed TV, car leur film serait une comédie. Et ils ne pensaient pas que le public serait en grand nombre pour voir Jim Carrey faire un drame. Et quand l'année suivante, The Truman Show est devenu un grand succès, Universal a insisté sur le fait que la promotion de Ed TV ait l'air d'une comédie de tape à l'œil plus large qu'elle ne l'était en réalité. Ce qui contribuera grandement à son échec au box-office. Au niveau de la critique, le film a été très moyennement reçu avec une note de 6,1 sur MDB et de 64% sur Rotten Tomatoes. Et je vous avoue que je ne comprends pas très bien ces notes. On a un réalisateur de génie, deux scénaristes talentueux, des acteurs au top qui jouent extrêmement juste et un montage parfait. Il vous faut quoi de plus? Maintenant, j'aimerais revenir sur ce point qui me questionne vis-à-vis de ce film. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, le film est sorti la même année que l'émission Big Brother. Et il y a un tel niveau de clairvoyance sur le devenir de la télé-réalité que c'en est extrêmement troublant. Ce film est à la télé-réalité ce que 1984 est à la politique. Vraiment, regardez, vous y trouverez tous les codes que vous connaissez tous aujourd'hui. Pour le prochain film, on va parler de morts pas vraiment morts, alors abonnez-vous, pouce bleu, et on se revoit bientôt. Ciao!